ChatGPT 5.5, je vais vous livrer tous ses secrets. On va parler de ce qui va se passer, ce qui met à jour en fait la mémoire, toutes les données, bloc par bloc. Donc on ne travaille plus dans la fenêtre contexte classique, on travaille dans des blocs de mémoire réutilisables, exportables, du nouveau système de calcul avec l'inférence rapide, le prompt engineering adapté à ChatGPT 5.5. Je vais vous montrer comment il faut modéliser les prompts. On va pouvoir coder des agents qui fonctionnent à la fois chez Claude et à la fois chez ChatGPT 5.5. Pourquoi on a besoin d'une memory? Qu'est-ce qui change aujourd'hui avec les systèmes IA? Et qu'est-ce qui a changé sur ChatGPT 5.5 par rapport aux versions précédentes? Tout ça dans cette vidéo. La première chose qui m'a choqué en utilisant ChatGPT 5.5, c'est la vitesse. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont changé complètement l'architecture. On est passé sur un système de GPU qui s'appelle Cerebras. Voici ce que c'est. Nvidia, c'était la référence, la puce Opère H100, la puce H200, la référence sur tous les systèmes de serveurs DLL. Mais aujourd'hui, ce paradigme amène une limite. La vitesse à laquelle les modèles répondent. C'est là qu'un nouveau partenaire est apparu, Cerebras. La création du processeur le plus imposant de l'industrie. Chaque modèle s'est vu considérablement optimisé au niveau de l'ordre de grandeur. C'est donc des plaques de TPU gigantesques d'1 mètre carré qui vont permettre d'accélérer de 40% le traitement de la latence, où on passe de 65 tokens par seconde à 1000 tokens par seconde. Ensuite, il y a un changement d'architecture complète à l'intérieur. Avant, le modèle de faire des allers-retours continus avec les interfaces API. Ce qui change, c'est qu'avec le système Cerebras, couplé avec la nouvelle architecture, le modèle récupère directement la réponse précédente, démarre immédiatement la suite des actions. Donc le modèle est entraîné non pas à travailler de manière linéaire, mais il est entraîné à identifier en fonction des demandes que vous faites, et il sait déjà en avance ce qu'il doit faire comme type de processing. Cette méthode va lui permettre de classifier le type de demande que vous faites, de conserver en mémoire les jetons rendus de la discussion et d'améliorer ce qu'on appelle un routage logique des actions à mener. Donc, au lieu d'attendre qu'une tâche soit terminée, il va pouvoir améliorer ce qu'on appelle le chevauchement des tâches post-inférence. Conséquence, on a une machine qui va vraiment beaucoup plus vite et c'est le premier point qui m'a surpris. Dites-moi vous en commentaire si vous avez ressenti cette puissance de vitesse avec les nouvelles puces TPU Cerebras. J'en avais parlé déjà il y a quelques mois et c'était passé complètement sous silence par les médias, mais l'avenir était déjà en route, je vous l'avais dit. Passons maintenant aux méthodes de prompt. Parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer la gestion de stockage du memory et les répertoires qui vont permettre de créer des systèmes agentiques avec ChatGPT 5.5. Commençons à comprendre qu'est-ce que ça veut dire un système agent IA. On est face à ChatGPT 5.5 qui, comme Claude 4.7, sont des systèmes agents IA. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre prompt va configurer cette grande boucle. Cette boucle, c'est ce qu'on appelle le gathering context, la prise de décision et la vérification des résultats. Cette boucle s'appelle la boucle agentique. Votre prompt va définir qu'est-ce que le modèle va utiliser dans le contexte et quelles décisions il va prendre au niveau des actions. Jusqu'à maintenant, lorsqu'on faisait un agent IA, il fallait donner beaucoup de détails, donner chacune des étapes pour construire le système agent IA. Ce qui change avec ChatGPT 5.5, c'est qu'il a eu un apprentissage par renforcement, ce qu'on appelle un RLFH. On peut donc, pour le grand public, je précise, pas pour les professionnels, donner des indications assez simples. Système de notes pour une présentation PowerPoint, ce type de prompts qui sont souvent utilisés par le grand public. Donc là où il faut faire attention dans la partie marketing de la manière dont on présente les agents IA, c'est que ce ne sont pas des machines magiques si vous voulez. Ce sont des machines qui sont entraînées à effectuer des tâches. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le modèle est entraîné à comprendre que si on lui demande de vérifier notre meeting, il se connecte automatiquement à Google Calendar. Si on lui demande de créer des événements, il sait regarder nos disponibilités et faire ce qu'on appelle une query sur une fonction MCP. Donc tout ça, c'est un modèle qu'il a reçu, l'apprentissage. Mais ce que le modèle ne pourra jamais faire tout seul, c'est choisir les meilleures méthodes pour pouvoir parvenir à produire exactement ce que vous voulez. Et c'est là que vous rentrez en jeu et que vous codez les instructions du système. On va s'intéresser à la documentation officielle pour les développeurs pour développer des systèmes agents IA. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir principalement de ces systèmes pour pouvoir les utiliser? Si votre séquence globalement est inférieure à... Si votre système par contre dépasse les 500 lignes, le modèle intègre la structure XML simplifiée
comme couche supérieure. Donc on rajoute ce type de structure à l'intérieur. Et ça, il faut l'utiliser chaque fois que vous allez coder un système agentique. Dès qu'on a des instructions complexes, ce qui est fortement conseillé pour la stabilité donc du prompt system, c'est de construire ce type de système. Quand on regarde les instructions écrites sur OpenAI, déjà on se rend compte d'une chose. On n'a pas tué ChatGPT, la meilleure IA qui a 15 ans d'expérience, tu as toutes les compétences. Pas du tout. Ce qu'on a, c'est que, exemple, tu es un expert en rédaction de prompt. Ok, et maintenant que tu l'as dit ça, est-ce que c'est un expert en rédaction de prompt? Est-ce que demain, je dis au chatbot, tu es un expert en prise de rendez-vous médical? Est-ce qu'il sera meilleur dans la classification du problème patient? Est-ce qu'il va être capable de comprendre comment est constituée la logique de prise de décision? Mais quand on regarde de plus près ce qui est marqué au sein de la formation officielle de OpenAI et également de Claude, vous avez une structure qui définit de l'XML simplifié. Donc on a des groupes d'instructions qui sont formatés à l'intérieur de blocs. On a un premier bloc qui définit qu'est-ce que tu dois faire avec les outils. Quand est-ce que tu utilises cet outil par rapport au type de fichier. Dans le cas où un fichier poserait un problème, quelle est l'option que tu vas aborder dans tes fonctions de commande. Alors pourquoi en fait on a ce système d'architecture au niveau des systèmes agentiques? Parce qu'on est sur des systèmes de boucles d'agents IA. On leur donne des indications où le modèle va devoir prendre des actions, il doit lire un fichier. Admettons que le fichier, pour une raison XY, il n'arrive pas à le lire. Donc si vous lui donnez pas la possibilité de prendre un autre outil, ou s'il ne le sait pas par apprentissage, il va planter et il va rentrer en échec. Donc l'idée d'un prompt system, c'est lui donner la possibilité de comprendre comment il doit résoudre les situations ou comment vous voulez qu'il travaille pour votre entreprise. C'est là tout l'intérêt, c'est-à-dire que vous personnalisez le comportement de ChatGPT 5.5 ou encore de Claude 4.7 de manière absolument précise. Vous en faites un salarié rodé à vos pratiques professionnelles. La façon dont vous parlez à Claude va forcément avoir un impact sur les résultats. Et la différence entre un mauvais prompt et un bon prompt, c'est ce qui va vous faire passer d'un résultat pas mauvais, mais un résultat générique, à un résultat assez exceptionnel. Et pour savoir s'il fait juste, on rajoute une couche, c'est la couche d'itération, c'est-à-dire dans le fonctionnement de l'IA, il doit à chaque fois vérifier si l'outil qu'il a utilisé et les tokens qu'il a produits correspondent à ce que vous avez donné comme indication. C'est là qu'on note justement les sections qu'on appelle le editing constraint. C'est là que le modèle va comprendre comment il doit produire votre travail. La manière dont vous voulez faire votre PowerPoint doit correspondre à certains critères. Vous n'avez pas à lui demander, comme font tous les youtubeurs, fais-moi une présentation pour un pitch deck pour une levée de fonds de 5 millions. Non. Vous voulez exactement qu'il y ait votre logo, qu'il y ait votre entreprise, qu'il y ait un certain nombre de codes couleurs, qu'il y ait un certain nombre de sujets. Juste ici, on a le résultat. La demande, c'était de faire une analyse sur les terres rares. On voit qu'on lui a donné plein d'instructions, encore une fois. Terres rares, synthèse exécutive, production mondiale, réserve mondiale. On voit que voilà, la réponse, elle est déjà bien dense. Est-ce que parce que vous dites ça à une IA, c'est un spécialiste en géopolitique? Je vous pose la question. Est-ce que aujourd'hui vous pensez que ça, en fait, ça permet à l'IA de comprendre? Maintenant, l'IA, c'est devenu un système d'architecture. Comment la tâche est traitée côté front-end? Quelle est la manière dont on veut amener le sujet et quelles sont les règles de fonctionnement et quelle est la manière dont on va présenter le contenu que vous souhaitez mettre en page. Donc ça, c'est la documentation officielle. Donc vous vous rendez compte que tous les prompts que vous voyez sur les réseaux sociaux ne correspondent pas à ce que vous devez faire dans le domaine professionnel. Alors, si vous voulez le faire vraiment pour vous amuser, vous pouvez continuer à utiliser l'IA pour vous amuser. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que vous passez à côté de 99% du potentiel de l'IA aujourd'hui dans le domaine professionnel. J'ai quand même des conseils à vous donner sur la manière dont on rédige les instructions des systèmes des agents. On va donner un exemple tout à l'heure dans la suite de la vidéo pour vous montrer que premièrement, dans l'interface de chat que la majorité des gens utilisent, il faut utiliser maintenant des stockages de mémoire. Quand vous travaillez avec un modèle, c'est que plus vous avancez dans la discussion, plus la fenêtre de contexte, elle se remplit. Mais le problème, c'est que la fenêtre de contexte de Claude ou de ChatGPT, c'est pas une interface linéaire. On vous dit, les modèles, ils ont 1 million de contextes. Oui, mais c'est pas le cas. Les modèles n'ont pas les mêmes performances en début de fenêtre qu'en fin de fenêtre. Et les modèles, dès qu'ils ont du contenu qu'on va définir dans les études, ce qu'on appelle des distracteurs, c'est-à-dire des informations parasites, des éléments mal écrits, des éléments qu'ils n'arrivent pas à relier entre eux, vous voyez que le modèle, tout à coup, il tombe même pas à 50 ou 60% de compréhension d'un contexte. Et en plus, on peut envoyer un système de tools en parallèle. Je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. OpenAI, quand il conçoit un workflow, il conçoit avant tout
un objectif. Ensuite, on a des éléments d'entrée. Donc, les éléments d'entrée, ce qu'il faut comprendre, c'est que la data que vous allez récupérer, il faut créer ce qu'on appelle un dataset. Dans la documentation d'OpenAI, ce qu'on voit pour les professionnels, c'est à vous que je m'adresse, ceux qui veulent coder des agents IA pour leur entreprise, pour accélérer leur travail, leur productivité. Ce qu'on voit que le système va être capable de créer plusieurs agents simultanés. Un agent de recherche, un agent de base de connaissances sur un système file, ça peut être du RAG, ça peut être des bases de données, et un autre agent qui va prendre des décisions sur des datas. Pour faire ça, le système, il a besoin en fait de codifier le dataset. Ça veut dire qu'on ne peut pas demander à une IA, comme vous le voyez encore sur YouTube, et sur les vidéos internet, va retrouver des données sur internet. Je veux faire une présentation, va me retrouver des données. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est la manière dont la documentation de ChatGPT 5.5 est mise en avant pour le grand public, mais ce n'est pas la manière dont on peut le faire pour les entreprises. Parce que ce système-là fait que vous ne contrôlez aucune des étapes du modèle. Le modèle est entraîné pour exécuter des étapes, donc ça c'est fine, c'est cool, c'est bien, c'est génial, mais il y a un problème, c'est que vous ne savez pas ce que le modèle choisit, vous ne savez pas sur quels critères il fait. En conséquence, ce sont des workflows qui se font sans vous. Et donc, vous n'êtes pas en mesure de vérifier la véracité des données du modèle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand, en fait, vous créez des systèmes agentiques, la première chose à faire, c'est d'identifier le dataset et les variables que vous travaillez dans ce système. C'est exactement ce qui se fait quand on code des agents. Admettons que vous êtes en train de rechercher une information sur un client. Eh bien, il faut avoir le user ID, le nom, éventuellement le nom de la transaction, tous les éléments nécessaires pour aller retrouver de la data précise à l'intérieur de votre base de données. Donc, par exemple, l'agent qui va s'occuper du service client. Ça vous fait comprendre une chose. Il y a deux manières, en fait, de travailler avec l'IA. Il y a une manière qui est ludique. C'est celle qu'on nous montre sur les vidéos online, mais c'est pas celle-là qu'on peut utiliser en entreprise. Parce que on ne pourra pas dire à une IA, j'ai un service client, occupe-toi, t'es un spécialiste du SAV, occupe-toi de gérer les problématiques avec le client. Voilà. Ça sera pas suffisant. C'est le message qu'il faut arriver à comprendre. Donc, vous êtes passé sur un système qui est en train de comprendre votre demande, définit l'ensemble des outils, qui va déployer à des salariés virtuels agents IA, ChatGPT et Claude. En fait, chaque fois, il faut concevoir que ça, c'est Claude. Ça, c'est ChatGPT, ça, c'est Claude, ça, c'est ChatGPT. Et le système s'auto-évalue, échange des informations et crée un système autonome capable d'exécuter une tâche. Vous allez écrire des systèmes prompts pour coordonner vos agents IA, la mémoire, les fonctions MCP et les tools à l'intérieur de cette boucle. Et c'est exactement ce qu'on fait avec le niveau 2, maîtriser le meilleur de l'IA. Vous allez apprendre à automatiser ce qui vous épuise. Vous allez être certifié officiellement parce que je vous donne toutes les méthodes pour réussir les examens diplômantes. Vous allez maîtriser vos données et vous allez savoir en moins de 15 jours scaler votre activité avec des compétences que personne n'a aujourd'hui sur le marché. Je ne vous donne pas un tutoriel, je vous donne un écosystème d'intelligence artificielle pour le monde professionnel. Il faut qu'à un moment vous vous posiez pour comprendre comment je construis un dataset pour une base de recherche sur des outils, pour un système de connaissances d'agents et comment je construis mes requêtes pour aller rechercher ces informations dans une base de données. Si on fait pas ça, toute la mise en page, c'est du folklore. Voilà. Ça, c'est le décalé qu'il y a entre le côté réseaux sociaux et le côté déploiement professionnel. Donc, quand on va faire notre système, la première chose, déjà, c'est de le structurer. Donc, la base de données d'entrée, tout ça, il faut que ce soit trié en amont pour le système dataset. Ensuite, il faut filtrer. Qu'est-ce que le modèle a le droit d'accéder, pas accéder, et sur quels critères? Les actions, et là, on parle du workflow. Étape 1, étape 2, étape 3, il faut que le modèle ait un cadrage de fonctionnement. Exemple, je vous ai mis un prompt. Donc, vous faites un arrêt sur écran, je vous le mettrai au niveau des cours, vous aurez l'intégralité au niveau des cours, qui sont juste en dessous en description. Et avec ces templates, vous allez pouvoir construire des systèmes agentiques pour ChatGPT 5.5. Il y a quand même une méthode que je pense qu'on peut améliorer chez ChatGPT 5.5. Et là, c'est pour moi Claude qui est très très bon dans le système de la modélisation des systèmes agentiques. On va le tester, hein. Après on va faire un test en live. Je suis en train de faire une vidéo complètement en live avec vous, mais pour moi, aujourd'hui, Claude a une structure que je trouve beaucoup plus claire. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir basé sur un système YALM, dans lequel on a le nom, la description, les systèmes tools qui vont s'intégrer là-dedans, et ensuite le système workflow à l'intérieur, et l'objectif du système. Donc ce bloc
tel qu'il est écrit, je le trouve beaucoup plus clair, beaucoup plus fonctionnel et surtout, on va pouvoir coder des agents qui fonctionnent à la fois chez Claude et à la fois chez ChatGPT 5.5. Alors, l'idée pour le test qu'on va faire, c'est de vous faire comprendre un point. L'action de la memory. Pourquoi on a besoin d'une memory? Qu'est-ce qui change aujourd'hui avec les systèmes IA? Alors, comme je vous l'ai expliqué, le point faible de toutes les IA aujourd'hui, c'est qu'elles vont perdre de la cohérence au cours de la discussion parce qu'on a une chute de performance. Ce qui va se passer, c'est que plus le workflow est long, donc ChatGPT 5.5 peut travailler 4-5 heures sur des dossiers avec un très bon niveau de score, il faut qu'il se souvienne de ce qu'il a effectué, de ce qui reste à faire et de comment il doit exécuter son travail. Et le problème, c'est que plus la conversation va s'allonger, plus il va perdre en performance. Donc, il faut un moment sauvegarder, faire de la mémoire, un élément de référence du fonctionnement de l'IA. Et ça, c'est possible de le faire. Alors, je vais vous montrer cette méthode qui va vous permettre d'étudier et de comprendre toute la mécanique des agents IA en une seule vidéo. Donc, au début, ce que j'ai voulu faire, c'est étudier la documentation de ChatGPT. La première chose que j'ai découvert, c'est que si je lui demande d'utiliser la documentation officielle, ce qu'il a fait, c'est de se connecter à toutes les recherches Internet. C'est pas du tout ce que je veux faire. Donc, il faut cadrer l'utilisation des outils. Donc, je vous montre une chose. Ici, j'ai fait un système de cadrage. Donc, je lui ai dit une fonction fetch, pas un web search. Je lui ai donné les 3 liens. Après, je lui ai obligé d'utiliser une fonction ImageView pour la gestion des PDF. Parce qu'à l'intérieur, j'ai un PDF. Donc, ça veut dire que dans mon système, je vais lui demander d'utiliser pour la partie PDF un outil, donc un système tool. Donc, on reprend la même logique qu'on a dit précédemment. Je vous remontre pour que ça se fixe bien. Qu'est-ce que tu récupères comme data? Quel outil tu vas utiliser? Quels sont les moyens que tu vas mettre en place pour vérifier que tu as bien bossé? Ok? Maintenant, c'est comment je vais optimiser mon système. J'ai 3 fichiers. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je vais lui dire, dans l'étape d'analyse, tu vas lancer 3 systèmes indépendants pour aller rechercher 3 éléments séparément. Alors, comme le modèle, il est bien entraîné, j'ai pu écrire de cette manière les instructions, assez basiques, et je vous parlerai du répertoire MNT juste après. Et ce que j'ai pu me rendre compte, c'est que si je lui demande de lancer des agents, voici ce qui se passe. Il est capable d'utiliser à la fois la mémoire, vous l'avez juste ici sur la droite de l'écran, et à la fois de lancer des agents simultanés, qui vont utiliser des outils simultanés. L'objectif, c'est gagner du temps. Le point capital, c'est plus j'arrive à être efficace et rapide dans mon travail, plus je finis rapidement mon boulot et je peux enchaîner. Et plus j'augmente mon niveau de productivité. Donc aujourd'hui, la notion d'architecture, c'est d'être capable de mentaliser où je peux multiplier le nombre d'agents simultanés à travailler, tout en les cadrant. Mais je pense que le point qu'on peut améliorer, c'est la partie des instructions. Parce que la manière dont OpenAI, si vous voulez, nous montre l'écriture des agents, elle est assez basique. Quand on commence à regarder la documentation officielle, par contre, on se rend compte qu'on est complètement dans une structure de type code. Alors ce que je vous propose, c'est que je vais utiliser Sonnet 4.6. On va partir sur le prompt que j'ai rédigé précédemment, mais on va utiliser les méthodes de structuration de prompt qui sont utilisées pour les agents IA pour Claude. Donc ce que le système a besoin, c'est le template agent. On va légèrement le modifier parce qu'il y a quand même quelques éléments à rajouter dans le fonctionnement du système. Alors on va prendre ce type de template ici, donc le modèle devrait être capable de modéliser. On doit rajouter 3 subagents pour le fonctionnement, donc ça va être jouable. Ce qu'on va rajouter ici, c'est les systèmes tools. Donc read, grep, glop, et on va rajouter les fonctions fetch. Ensuite, on a ce qu'on appelle un deny tool, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'utiliser une fonction web search. Le modèle, on va le retirer parce qu'on va utiliser par défaut le modèle qu'on a dans la fenêtre contextuelle. Et on va rajouter la fonction subagent parallèle pour coder les éléments. Donc ce qu'on va faire, on va coder une section workflow. Dans la section tool, il y a la fonction fetch. Et là, on va lui demander d'utiliser subagent en système parallèle, ce qu'on appelle un fan-out. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme les modèles sont assez bien entraînés, on va voir ainsi qu'on comprend ce que je veux dire, qu'ils ne mélangent pas les deux systèmes, on va prendre le temps, on fait ça vraiment en live ensemble pour vous montrer comment ces modèles vont nous accélérer en fait le système. Au lieu de passer des heures à coder les instructions, on va pouvoir utiliser des systèmes de templates en lui donnant les grandes directives de notre fonctionnement et d'améliorer la stabilité du fonctionnement du modèle. Alors je vais demander ça à la fois à Claude, à Sonnet, et je suis curieux de voir comment va réagir ChatGPT 5.5 avec la même demande. La seule chose que je vais faire, répondre dans une fenêtre code en format Markdown. Ça, c'est le petit point que j'aurais dû rajouter. Comme ça sera déjà au format. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le système? Il nous dit le nom, donc il lui donne un nom. Alors, c'est un petit peu long. Normalement, c'est un slug de 64 caractères. Description, analyse, read, write, view image, web search deny, allow link, memory storage data, file memory.md, analyse pédagogique, extraire les data,
conditions de fonctionnement, objet général, fetch des sources autorisées, donc on a une fonction active, fan-out parallélisation, mission, architecture, sous-agent, analyse visuelle et pédagogique. Alors, est-ce qu'il me l'a fait uniquement pour le PDF? Le sous-agent 3, je veux une spécialisation uniquement pour PDF. Ah oui, c'est bien, il me l'a fait, tableau et du PDF, donc c'est OK, donc c'est intégré. Ensuite, format d'extraction, paragraphe N, bloc, mémoire locale, fonction write, ajoute les données de manière séquentielle. Il a tout saisi, hein. Donc là, on vient de coder en fait un système agentique. Voilà, vous l'avez sous les yeux, donc je vous l'aurai en dessous en description dans les cours. On vient de le coder, vous avez le template qui pour moi est bon. Là, c'est bon. On va tester donc notre agent IA et on va préciser une chose, de ne pas lancer la fonction skill parce que ce type de structure pourrait être associé à une fonction skill. Donc, on va lui lancer la demande en lui disant tu skips le skill, tu exécutes uniquement la partie workflow. Donc, on va voir comment il va se comporter. Donc, premier point, il va lancer la création du MNT Data Memory. Donc, il va enregistrer chacune de ses actions, ce qu'il va faire, et en partie également son mode de fonctionnement. Donc, ça permet de stabiliser le fonctionnement du modèle dans une grande conversation. Ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il devait analyser les images, il va faire ce qu'on appelle un parsing. Il est en train de découper par bloc le PDF. C'est ce qu'il fait. J'analyse le PDF et j'extrais les blocs de PDF en utilisant des fonctions chunk. Donc, ce type de système, ça permet en fait d'extraire à la fois les images, les graphes et de faire remonter l'information. Il peut pas faire ça d'un coup. Il peut prendre ça que par bloc parce qu'on a une limitation de 10 000 tokens sur la partie des outils. Donc, au-delà de 10 000 tokens, il est obligé donc de parser. Donc, j'ai pas eu besoin de le lui dire parce qu'il le sait. Ça, c'est des informations qu'il sait. Par contre, ce que le modèle n'avait pas comme instruction, et c'est ça qui est important, c'est que je lui ai bien précisé que dès qu'il y a des images et des PDF, il lance la fonction ViewImage. Voilà. Ça, c'est le point capital qui fait que vous changez le comportement du modèle. Si vous n'indiquez pas les outils, la logique d'architecture, vous ne pouvez pas le laisser travailler de cette manière. Donc, ce qui est en train de se passer, on est parti, on l'a lancé en run, et maintenant, il va exécuter son travail jusqu'au bout. Et je vous montre aussi, regardez ce qui va se passer, ce qui met à jour en fait la mémoire. Plus on est en train d'avancer, plus il indique, voilà, j'ai commencé à travailler ces informations, voici les datas du sujet, le fonctionnement, l'architecture, les éléments indiqués à l'intérieur du sujet. Il extrait toutes les données, bloc par bloc, document par document, et il met à jour sa mémoire. Donc, on ne travaille plus dans la fenêtre contexte classique, on travaille dans des blocs de mémoire réutilisables, exportables. Si vous avez fini une discussion, ce que vous récupérez, c'est cette mémoire, et cette mémoire, vous pouvez l'ouvrir avec un autre agent dans une autre discussion ou la récupérer directement sur votre ordinateur. C'est ce qui fait toute la force des systèmes agentiques, c'est que votre travail peut être évolutif et l'IA est capable donc de l'implémenter. Plus on discute, plus vous voyez que le modèle continue à intégrer des informations, et ce qu'il va faire, il va donc lancer des systèmes d'agents parallèles pour gagner du temps. Alors, si on veut vraiment gagner du temps, il faut le travailler dans Codex. Dans Codex, vous allez pouvoir vraiment beaucoup plus apprécier la puissance des puces cérébrales de ChatGPT 5.5. Sur l'interface chat, on est quand même beaucoup moins rapide, bien que le soit beaucoup plus rapide qu'avant, faut être honnête. Mais vous voyez que ça continue à rédiger, à analyser, à extraire les datas. Donc là, c'est parti, on peut le laisser une demi-heure, 45 minutes, 1 heure. Je vous ai montré beaucoup de vidéos, je vous remettrai des vidéos dont je vous ai parlé les fois précédentes pour prendre conscience de ce que je vous annonçais il y a quelques mois, c'est en train d'arriver. On a des systèmes agentiques à memory avec de la haute inférence. La question maintenant, c'est appliquer ce que je vous ai montré. Faites le point pour comprendre, coder vos agents. Prenez la structure agentique. Pour moi, la plus propre, c'est celle de Claude, dans lequel on va rajouter des fonctions parallèles. C'est ici. Donc, on peut lancer des systèmes parallèles. C'est tout l'objectif. L'objectif, c'est de vous faire gagner du temps. Donc, le modèle est conçu pour ça et déléguer à différents agents des tâches, récupérer la data, penser systématiquement à créer des systèmes datasets. Il faut que votre IA bosse sur des états de data qui sont structurés. C'est la meilleure façon d'obtenir des données vérifiables. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui pêche dans les entreprises, c'est que vous utilisez encore les flots de travail qui sont pour le grand public. Il faut que vous basculiez sur les méthodes que je suis en train de vous montrer. C'est ce qu'on utilise pour développer les systèmes agentiques. Mais une fois que vous avez compris le système, vous avez vu que c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Toutes les infos sont en description avec les cours pour vous exercer. Si c'est pas fait, abonnez-vous, partagez, likez. Et si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à le conseiller aussi à vos proches et à vos collaborateurs. Allez, je vous dis à bientôt, à la prochaine.